je remercie le docteur Branly et M. Vandamme aussi de m'avoir invité à venir vous présenter ces travaux anatomiques. Alors ce sont les travaux que je vais vous présenter à travers ce film qui s'appelle Architecture d'intérieur. Ce film est un peu la synthèse. Donc il y a toute une série de films que j'ai réalisés au gré de ces 10-15 dernières années en utilisant un endoscope qui me permet d'aller au contact des éléments intratissulaires. C'est-à-dire cet endoscope, je le dispose dans la matière vivante. Pendant les interventions, sous garrot, puisque je suis un chirurgien reconstructeur, je reconstruis en général le membre supérieur ou le membre inférieur. Et je m'y suis adonné parce que j'ai essayé de comprendre comment fonctionne le glissement des tendons. C'est quelque chose qui est apparemment simple, mais qui en fait, vous allez le voir, est extrêmement compliqué, fait appel à des fonctionnements un peu surprenants. Le constat est simple, quand vous fléchissez, à l'intérieur de la main, le tendon a une progression d'environ 3 cm. Et ces 3 cm, il n'y a pas de traduction cutanée, c'est-à-dire la peau, elle ne bouge pas. Mais dessous, ça bouge. Dessous, ça bouge. Comment ça se fait qu'il puisse y avoir un fonctionnement sous-jacent avec une peau imperturbable et qu'en même temps, le fonctionnement permette au doigt de revenir en arrière, que la vascularisation puisse se faire en arrière. Donc il y a tout un mécanisme qui, académiquement parlant, on l'a tous appris, fait appel à ce qu'on appelle l'espace virtuel, des couches annelées, des couches hiérarchisées, qui glissent les unes sur les autres. Bien. Et quand vous êtes chirurgien et que vous avez un endoscope, vous ne voyez pas du tout ça. Pas du tout. On voit en fait ce qu'on appelle le tissu dit conjonctif, c'est-à-dire un tissu fibrillaire, il y en a partout, et ce tissu, il participe à ce mouvement de glissement. Comment? Il n'y avait pas d'explication. Donc avec l'endoscope, j'ai essayé de comprendre comment marche ce tissu de glissement, quel est son rôle, puisque en fait il permet le glissement, mais en même temps il absorbe le glissement. Il permet l'apport d'énergie, puisque les vaisseaux sont dedans, mais en même temps il permet la souplesse du vaisseau, mais lui donne aussi sa position de repos. Ce tissu de glissement permet à certains tendons de fonctionner à un moment et puis pas à d'autres, et pas en entraînant le voisin. Donc il y a toute une interdépendance des structures, donc un tissu qui posait beaucoup d'interrogations et que j'ai essayé de résoudre à travers le film que vous allez voir, qui vous, si vous voulez, est un film de synthèse qui vous permet d'aborder le tissu conjonctif, tissu que vous touchez tous les jours en faisant les manipulations. Vous le levez, vous l'écartez, vous le manipulez. Donc ce tissu, vous le travaillez et vous allez voir qu'en faisant ces travaux manuels, vous entraînez des conséquences sous-jacentes qui maintenant sont indubitables. Je pense que vous pouvez maintenant dire que lorsque vous manipulez, comme tous les thérapistes manuels, lorsque vous faites des massages ou lorsque vous faites des tractions cutanées, vous avez une influence directe sur le milieu cellulaire et extracellulaire. Là, vous verrez avec ce film et d'autres films que maintenant c'est indubitable. Quelle est la nature de l'effet thérapeutique qui s'ensuit? Là, c'est autre chose. Ça sera, je pense, le discours suivant dans les années suivantes. Mais pour l'instant, moi, à titre personnel, dans cette restructuration de la matière vivante, je peux dire que vos gestes sont des gestes efficaces sur le plan de la morphodynamique des structures. Vous faites bouger les choses. J'ai la chance ici aujourd'hui et l'honneur d'accueillir le docteur Grégory Leers. Le docteur Leers est médecin anesthésiste, chef de service de la clinique de la douleur chronique à la clinique Hyperman à Ypres, et qui va nous présenter une technique un petit peu révolutionnaire, puisque actuellement elle n'existe pas en France, c'est-à-dire la radiofréquence pulsée. Je vais donc lui laisser la parole. Et voilà, bonjour. Je m'appelle Grégory Leers, je suis médecin. Après les premières 7 années, après la médecine de base, je me suis spécialisé dans l'anesthésie et réanimation. Ça fait, en Belgique, ça fait environ 5 années. Je crois que c'est environ la même chose en France. 4 ou 5 années.
Et bon, après, je trouvais que c'était pas encore assez. Je me suis subspécialisé dans la douleur chronique à Rotterdam, donc aux Pays-Bas. C'est l'hôpital où je travaille, c'est l'hôpital Jan Yperman. C'est un hôpital dans... Docteur Pacalé est neurochirurgien à Paris, à l'Institut français du dos. Et vous verrez, il a un abord chirurgical très particulier, puisque c'est pratiquement de la microchirurgie qu'il fait, enfin, vous verrez. Donc je vais le laisser parler maintenant. Vas-y Philippe. Je vais vous parler aujourd'hui de l'approche, finalement, comment j'ai pu intégrer dans ma pratique de chirurgie du rachis. Donc moi je suis neurochirurgien à Paris, donc je fais la chirurgie du crâne, du cerveau et du rachis. On s'aperçoit que la chirurgie, elle ne peut pas tout. Clairement, il y a un certain nombre de paramètres qui font que le patient va garder un certain nombre de douleurs et que cette douleur, elle est accessible à d'autres techniques que la chirurgie. Et même dans certains cas, la chirurgie peut aggraver les choses par la création d'une cicatrice, éventuellement d'une instabilité ou de tensions qui vont être délétères et qui vont encore aggraver le tableau douloureux. Donc, l'idée étant d'apporter la meilleure solution aux patients, c'est quand même la démarche diagnostique et surtout thérapeutique au départ, quelle qu'elle soit. On est thérapeute, on veut que les patients aillent mieux, quelle que soit la technique, on essaye de limiter tout ça et de préciser les indications. Alors après, dans la communauté médicale, enfin médico-chirurgicale, la chirurgie du rachis c'est quand même très discuté. On va dire, il y a les pour, les contre, il y a même des publications, y compris dans des journaux qui sont de très haute volée, très haute tenue, enfin des impact facteurs importants, des études qui montrent que c'est pas aussi simple, etc. Mais ça c'est biais de la pratique médicale courante au prisme des sciences et comment dirais-je, des statistiques. Donc en pratique, comment ça se passe ? Moi sur les indications, ça restera, c'est ce qu'on va voir, des indications purement sur une lésion purement mécanique, un conflit disco-radiculaire qui ne va pas passer après un traitement médical, mais c'est plus que médical, c'est ostéopathique, maintenant niromaté, enfin un traitement que j'appellerais conservateur, non chirurgical, poussé au maximum, et toute la subtilité elle est là, si on peut y en avoir une, elle est là, c'est d'essayer vraiment de donner au maximum au patient toutes les chances pour qu'il ne soit pas opéré. Même si j'aime bien opérer, moi ce qui m'intéresse c'est qu'il aille mieux. Et finalement, c'est vraiment la démarche, elle est comme ça. Et donc, bon, je ne suis pas ostéopathe malheureusement, et finalement d'avoir pu avoir été formé au début d'année à la technique niromaté, ça m'a permis finalement d'aller apporter par moi-même des solutions qu'avant je sous-traitais, si je puis dire, à mes collègues, tout réseau de praticiens avec qui je travaille, y compris Thierry, donc, qui a vu quelques-uns de mes patients. Voilà, donc c'était pour essayer de vous dire un petit peu comment moi j'ai pu intégrer dans cette pratique de chirurgie du rachis, qui elle-même a fait des progrès intrinsèquement, et c'est ce qu'on va voir sur le plan technique avec des chirurgies mini-invasives. Donc niromaté et la prise en charge globale toujours en première intention pour la chirurgie du rachis dégénératif. La chirurgie, c'est quand l'échec du traitement médical bien conduit et de la méthode niromaté. Donc vraiment, je pousse les indications du traitement large. Moi, souvent, ils viennent quand même voir le chirurgien en consultation. Ils ont souvent un parcours médical relativement long, de plusieurs années, dans la grande majorité des cas. Donc des infiltrations, ils en ont eu plein. Des séances de kiné, ils en ont eu des tonnes. Des anti-inflammatoires, souvent, ils en prennent même plus parce qu'ils en ont eu tellement. De toute façon, ça ne me fait rien. Ça, c'est ce qu'on entend. On dit anti-inflammatoire, antalgique, etc. Donc ils sont vraiment en bout de course, si on peut dire, enfin ils sont évalués comme tels par leur médecin traitant ou le médecin correspondant qui l'adresse à la consultation de chirurgie. Et il est important de voir si effectivement cette démarche quand même a été pertinente et s'il ne reste pas peut-être une place pour des techniques comme la réflexothérapie dans la prise en charge de ce patient. Et donc tous ceux pour lesquels je vais retenir une indication, c'est tous ceux qui donc, ont résisté à cette approche-là. La deuxième chose qui ne me paraissait pas spécialement évidente au départ, c'était malgré tout de proposer niromaté, même quand je sais que je vais l'opérer. Parce que ça permet, dans la douleur, la genèse de la douleur, donc il y a la lésion mécanique qui, elle, va s'installer finalement, y compris au niveau cortical, avec le système limbique, le filtre réticulaire dont nous a parlé Raymond.
Mais il reste tout un tas de lésions dont les triggers, enfin quel que soit le nom qu'on leur donne finalement, ces tensions musculo-aponeurotiques qui vont se cicatricielles, ces blocages qui vont se fixer dans le corps et qui vont perdurer même après le geste chirurgical et qui vont gréver quand même le résultat de manière importante. Donc autant d'abord, les diagnostiquer avant, éventuellement même les traiter ou commencer à les traiter. Le mécanique, à un moment ou à un autre, on va y venir. Je veux dire, c'est sûr que la chirurgie, à un moment, elle est expliquée. Mais c'est vrai que c'est ce curseur qu'on va bouger finalement et qu'on va repousser au maximum les limites de la chirurgie, on va les faire le plus tard possible pour donner un maximum de place et de chance à ces traitements, à tous ces traitements alternatifs dont l'organisation reste encore à peaufiner. Finalement, on progresse tous ensemble avec ces échanges et toutes ces techniques. Voilà. Et puis le niromaté, donc comme je vous l'ai dit, en post-opératoire également, pour encore améliorer lever toutes les tensions qui restent qui sont responsables des douleurs. Donc je suis chirurgien reconstructeur, plasticien reconstructeur. Je m'intéresse depuis maintenant 40 ans à la reconstruction des membres en utilisant des techniques de transfert par microchirurgie. Et si vous voulez, ce que je vais vous montrer ici, c'est le fruit des 20 dernières années de ma pratique, car toute cette pratique s'est déroulée essentiellement en utilisant des microscopes et en allant quand même vers de tout petits vaisseaux, de tout petits nerfs. La microchirurgie donc permet un abord de l'anatomie humaine dans le domaine du tout petit. Et c'est vrai que lorsqu'on observe l'anatomie humaine dans le domaine du tout petit, on s'aperçoit que certains concepts qu'on a appris à l'université, c'est-à-dire des concepts de lame, de hiérarchie entre les structures, de non-continuité, d'espace virtuel, on s'aperçoit que tous ces concepts, bien, ils sont faux. Ils sont faux parce qu'on observe toujours, quand on est dans le tout petit, une continuité structurelle. Il n'y a pas d'absence de lien. Ou, s'il y en a, elles sont extrêmement limitées et dans des cadres purement fonctionnels. Sinon, il y a une continuité totale. Alors évidemment, moi, mon sujet de prédilection à un moment, c'était uniquement d'essayer de comprendre comment fonctionnaient les tendons. Parce que j'avais appris que les tendons fonctionnaient dans des espaces virtuels, avec des membranes, avec des membranes viscérales, des couches membraneuses, et donc que tout ça, ça marchait comme si c'était une balle dans un canon de fusil, c'est-à-dire ça glisse, il n'y a pas de lien, et ça crée la mobilité. Il était difficile de l'expliquer parce que dans l'organisme, il y a très peu de zones où c'est ainsi. Alors on va commencer. Voilà. Ok, très bien. Et donc, en 1995, j'ai essayé de mettre au point une nouvelle technique de transfert tendineux, car les techniques que l'on utilisait auparavant ne donnaient pas toute satisfaction, car on prenait des bouts de tendons, on les accrochait avec des points, et puis on disait ben, ça va marcher, ça va marcher. Le problème, c'est que ça ne marchait pas. Donc j'ai essayé de changer, et j'ai étudié mieux le glissement. Et je me suis aperçu que le glissement était en fait l'expression fonctionnelle de ce qu'on a appris tous, hein, le tissu conjonctif. Et alors je me suis lancé dans cette observation en utilisant un microscope, tout d'abord dans les années 95. C'était pas si facile que ça parce que les microscopes n'allaient pas facilement dans les trois espaces. Et puis est arrivée l'endoscopie. L'endoscopie, c'est-à-dire vous le verrez tout à l'heure, un tube avec une caméra au bout et vous pouvez bouger. Vous pouvez bouger, ce qu'avec le microscope on avait du mal à faire. Et maintenant, non seulement on peut bouger, mais on peut grossir les structures, on arrive à 25 fois. Et encore mieux maintenant, on est passé en haute définition. C'est-à-dire qu'on peut maintenant avoir des grossissements de très bonne qualité à 50 fois. Donc là, on a une réalité, on commence à avoir une réalité puisque les structures observées sont aux alentours de 10 microns.
ce qui n'est pas loin du microscope classique qu'utilisent les histologistes ou les anatomopathologistes.